Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire sur la thématique de la reconversion professionnelle qui s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui se terminent d'ailleurs aujourd'hui. Donc ce matin, je serai accompagnée pour vous parler donc de la reconversion d'Audrey Sarr qui travaille au sein de Transition Pro Occitanie, qui nous rejoindra ultérieurement. Elle rencontre des petits soucis techniques, ce sont les aléas du direct. Et donc moi, je suis Marie Delonge, je suis directrice de projet du Conseil en évolution professionnelle en Occitanie. Donc là, vous êtes normalement enfin, vous venez de plusieurs régions en France. On va essayer de vous présenter la thématique de façon générale, même si nous, on est en Occitanie. Voilà, vous pouvez venir de n'importe où. Sachez que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Si vous avez des questions tout au long de l'animation, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit onglet questions dans voilà, les onglets qui se trouvent normalement à droite de l'écran qui est partagé. Sur la thématique du webinaire de ce matin, on va voir ensemble ce qu'est la reconversion, quelles sont les étapes aussi que l'on mène pour pouvoir mener à bien cette reconversion. On verra aussi ensemble quels sont les dispositifs de la reconversion professionnelle, notamment en termes de financement, puisque qui dit reconversion dit souvent changement de métier et donc acquisition de nouvelles compétences pour exercer ce métier et donc passage par de la formation professionnelle et donc par un financement. Donc on va voir tout ça également ce matin. Et on terminera par les outils qui peuvent vous permettre d'être accompagnés dans le cadre de cette reconversion-là et notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, si on parle reconversion, on parle finalement de changer de métier ou de statut professionnel. Donc, il y a différentes raisons qui peuvent vous pousser à vouloir vous reconvertir. Ça peut être de trouver un nouvel emploi, le fait de rencontrer une certaine lassitude dans votre travail actuel. Ça peut être aussi pour exercer finalement le métier dont vous avez toujours rêvé, etc., etc. Et donc là, on va voir ensemble justement par quelles étapes vous allez passer pour pouvoir mettre en œuvre cette reconversion professionnelle. Première étape, c'est finalement faire le point sur votre situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc. C'est ce que nous, on va appeler aussi réaliser un état des lieux partagé, c'est-à-dire on se pose, alors tout seul ou avec un conseiller, mais en tout cas, on se pose et on regarde un petit peu quelle est la situation, qu'est-ce qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que je veux changer, à quoi j'aspire, quels sont mes intérêts, mes priorités, on va dire personnelles et professionnelles. Voilà, l'idée, c'est vraiment se poser les choses, tous les éléments du contexte. Donc ça, un conseiller peut vous aider à faire tout ça. Ensuite, va en découler finalement une identification de ce que je sais faire, donc mes compétences, de mes intérêts, de mes ressources, de mes freins, etc. L'idée, c'est d'apprendre aussi à mieux se connaître, c'est-à-dire faire un inventaire un petit peu de soi pour arriver à identifier des pistes d'évolution professionnelle. Donc, si je résume, c'est on met dans une petite boîte vos compétences, vos intérêts, vos aspirations, vos priorités, etc. Et de tout ça, on essaie d'en tirer des pistes d'évolution professionnelle, c'est-à-dire des exemples de métiers ou de secteurs professionnels qui pourraient vous intéresser. Donc là, il y a plusieurs cas, c'est-à-dire que parfois, vous-même, vous avez envie de vous reconvertir et vous avez déjà une idée du métier qui vous intéresse. Et dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait le même sens, c'est-à-dire qu'on part de votre idée et on regarde par rapport à cette idée-là, est-ce que vous avez des compétences transférables? Est-ce que quels sont vos intérêts qui vous amènent à ce métier-là, etc. Voilà, ça peut se faire dans les deux sens. Selon justement si vous avez déjà une idée de métier ou si justement il y a tout ce travail d'élaboration d'idées à faire, vous allez pouvoir vous faire accompagner d'une manière ou d'une autre et ça, on le verra à la fin justement. En tout cas, le fait de faire le point sur cette situation, de faire le point sur ses compétences, ses intérêts, ses aspirations, etc., ça doit vous permettre d'identifier des pistes d'évolution professionnelle et du coup d'aller ensuite les confronter à la réalité. Quand on dit confronter une idée à la réalité, c'est par exemple
j'ai décidé de devenir plombier. Je dis un métier au hasard, bien sûr. J'ai décidé voilà, de devenir plombier et je vais un peu confronter cette idée-là à la réalité, c'est-à-dire de façon concrète, comment on accède à ce métier-là, quelles compétences il faut pour l'exercer. Est-ce qu'il y a un diplôme obligatoire pour l'exercer? Est-ce que c'est une activité réglementée, par exemple, qui nécessite un diplôme ou une certification? Je vais aller me renseigner auprès de professionnels, donc c'est ce que l'on appelle réaliser des enquêtes professionnelles dans le but de voir si la représentation du métier que j'ai, voilà, la représentation du métier de plombier correspond bien finalement à la réalité d'exercice de ce métier-là. Donc c'est vrai que dans le cadre d'un accompagnement, on va vous pousser à aller réaliser des enquêtes auprès de professionnels pour que vous puissiez vérifier que la représentation que vous avez du métier est bien celle de la réalité. On peut aussi vous proposer de faire des immersions, c'est-à-dire aller réaliser 1 ou 2 jours de stage, d'observation par exemple, auprès d'un plombier ou voilà, d'un autre professionnel qui exerce le métier qui vous intéresse. Quand on parle de confrontation à la réalité, on parle aussi des perspectives d'emploi, c'est-à-dire ok, j'ai une idée de métier, mais concrètement, quelles sont les perspectives d'emploi sur ma zone de mobilité géographique? Est-ce que si je me forme à ce métier-là, est-ce que derrière, je trouverai bien un emploi autour de chez moi, par exemple, ou sur une zone plus large, si je suis prêt, voilà, si je suis un peu mobile. Donc tout ça, c'est la confrontation d'une idée à la réalité et ça doit permettre de choisir un projet principal, notamment quand vous avez plusieurs pistes. Mais on va finalement confronter chacune de ces pistes à la réalité et petit à petit, comme un petit peu un entonnoir, on va écarter certaines idées et en conserver d'autres qui semblent peut-être plus réalistes, plus réalisables rapidement, etc. Et l'idée, c'est de valider un projet principal qui corresponde à la réalité, bien sûr, qui soit réaliste et réalisable. En fonction, on va construire un plan d'action pour mettre en œuvre ce projet-là. Parfois, ça passe par de la formation, notamment si c'est vraiment un changement de métier radical, souvent il faudra vous former pour pouvoir y accéder. Et dans ce cas-là, il y a une autre étape qui va se rajouter, c'est le choix de la bonne formation. Donc notamment, quelles sont les compétences que je dois absolument développer, quelles sont les compétences que recherchent les employeurs par rapport à ce métier-là, et du coup, quelle est l'offre de formation disponible près de chez moi qui va me permettre d'acquérir ces compétences-là. Et donc, il y a l'idée aussi d'aller comparer les offres de formation, d'aller analyser les programmes de formation, les modalités aussi de formation, la durée, est-ce qu'il y a un stage ou pas, etc. Pour choisir la formation la plus pertinente par rapport au métier que je souhaite exercer. Une fois qu'on a trouvé la bonne formation, on va étudier les possibilités de financement de cette formation-là. Et puis ensuite, on reviendra dans la construction du plan d'action. Voilà. On peut aussi parfois élaborer un projet qui ne va pas nécessiter à tout prix de la formation. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de reconversion, il y a l'aspect formation qui y est fortement associé. Donc voilà pour les principales étapes. On verra tout à l'heure dans la dernière partie qui peut vous accompagner, notamment si vous n'avez pas d'idée précise. Vous savez juste que ce que vous faites aujourd'hui, ça ne vous intéresse plus de le faire, ou en tout cas, vous ne pouvez plus le faire parfois pour des raisons de santé aussi, etc. Donc, on verra à la fin qui peut vous accompagner en fonction de là où vous en êtes aussi dans les idées, si vous en avez et si vous n'en avez pas. On va voir. Donc là, on va passer sur la partie des dispositifs qui sont à votre disposition pour la reconversion. Et donc là, ça y est, Audrey a réussi à nous rejoindre. Donc bonjour Audrey, ravie de vous voir. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi, petit souci de connexion, mais tout a fini par se régler, je suis bien présente. Et exactement, le timing est très bon, donc c'est parfait. Et je vais vous laisser du coup continuer sur ces dispositifs-là. Donc effectivement, de mon côté, je vais pouvoir vous présenter 3 dispositifs aujourd'hui.
j'aimerais avant tout apporter quelques éléments introductifs, à savoir que créé depuis le 1er janvier 2020 et anciennement FONGECIF, Transition Pro Occitanie est une association paritaire qui, à l'échelon régional, anime et ou finance certains dispositifs de formation ou dispositifs liés à l'emploi. On va commencer par le projet de transition professionnelle. Qu'est-ce qu'est le projet de transition professionnelle? Donc, le projet de transition professionnelle permet à tous les salariés du secteur privé de suivre une formation certifiante sur temps de travail ou hors temps de travail en vue d'un changement de métier, c'est-à-dire en vue d'une reconversion professionnelle. Sous réserve cependant de respecter certaines conditions d'ancienneté en qualité de salarié, à savoir pour les publics en CDI, 24 mois d'activité salariée à son actif, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Pour les publics en CDD, 24 mois d'activité salariée à son actif sur les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD sur les 12 derniers mois. Je tiens à préciser que l'ancienneté s'apprécie à la date de départ en formation. Qu'est-ce qu'est une formation certifiante? Une formation certifiante, c'est une formation qui sera inscrite au RNCP, c'est-à-dire le répertoire national des certifications professionnelles, ou inscrite au RS, c'est-à-dire répertoire spécifique, à l'exclusion des habilitations. Donc, une des missions et un des rôles principaux de Transition Pro Occitanie parmi tant d'autres, ce sera de veiller à la bonne mise en œuvre et au bon déploiement des dispositifs de formation ou des dispositifs liés à l'emploi sur le territoire régional. Je tiens aussi à préciser, concernant les conditions d'ancienneté que je viens de préciser pour ce dispositif, que seront dispensés de ces conditions d'ancienneté les salariés bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ainsi que les salariés qui ont été licenciés pour motif économique ou pour inaptitude. Ensuite, pour continuer sur ce projet de transition professionnelle, il faut savoir que dès lors que la formation se déroule sur le temps de travail, le salarié doit obtenir une autorisation d'absence auprès de son employeur. Comment cela fonctionne? Donc, le bénéficiaire, enfin la personne qui souhaite porter le projet, doit informer son employeur par écrit de son souhait de projet de reconversion professionnelle. Quels sont les délais? Quels sont les délais de prévenance concernant cette demande à faire à l'écrit à l'employeur? Pour un projet de formation qui va durer plus de 6 mois, le bénéficiaire doit adresser sa demande écrite à son employeur au minimum 4 mois avant la date de démarrage de la formation. Pour une formation qui durera moins de 6 mois, le bénéficiaire doit adresser la demande auprès de son employeur au minimum 2 mois avant la date de démarrage de la formation. À l'issue, l'employeur dispose de 30 jours pour vous répondre. Passé ce délai, l'autorisation d'absence sera réputée accordée. Dans certaines conditions, l'employeur peut refuser ou reporter la demande. Je pourrais vous apporter des précisions sur ce point-là si nécessaire. La demande de financement est à réaliser auprès de l'association Transition Pro de votre région, en fonction de votre lieu de travail ou de votre lieu d'habitation. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en interne, nos services vont analyser et étudier le dossier et votre projet selon 3 critères. De la même façon, la commission de Transition Pro analysera et évaluera le projet et le dossier que nous lui soumettrons selon ces 3 mêmes critères. Quels sont ces 3 critères? La cohérence du projet. Donc, la cohérence du projet, c'est la démarche de reconversion en lien avec le métier visé. C'est ce point-là qui sera analysé. Concernant le second critère, il s'agit de la pertinence du parcours de formation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le contenu pédagogique de la formation délivrée doit aussi être en lien avec le projet de reconversion professionnelle identifié. Il sera également bienvenu de pouvoir comparer différents organismes de formation en capacité de dispenser cette formation-là
sur le territoire et pouvoir aussi comparer différents devis de différents organismes de formation sur ce même type de prestation. Ce sont des exemples. Concernant le troisième critère, c'est les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Ce critère est très important parce qu'il va permettre d'argumenter et défendre votre projet. Il faut que vous pensiez que lorsque vous défendez votre projet, vous devez adopter une posture de démonstration et apporter des éléments de preuve pour alimenter la cohérence et la pertinence de votre projet, qui sera ensuite présenté à la commission. Qu'est-ce que ça veut dire, les perspectives d'emploi? Les perspectives d'emploi, c'est identifier les secteurs et les métiers porteurs en région, c'est mieux appréhender l'environnement socio-économique du bassin d'emploi, c'est s'informer sur les grandes tendances du marché du travail, c'est pouvoir fournir à son dossier des enquêtes métiers, une promesse d'embauche, des éléments probants qui apporteront matière pour motiver votre dossier, qui sera ensuite présenté à la commission. L'appréciation des perspectives d'emploi se fera donc à partir du dossier, mais aussi des outils d'observation de la situation de l'emploi, de la situation d'emploi du bénéficiaire au regard du bassin d'emploi au niveau régional. Il faut penser aussi que ces critères-là devront être mis en perspective avec les critères de priorité nationaux et régionaux qui ont été édictés par France Compétences. Concernant la prise en charge du projet, qu'en est-il? Donc, c'est très simple. Concernant la rémunération, donc, lorsque vous serez en formation, l'idée est de se dire qu'est-ce qui pourrait être pris en charge sur ce coût total projet. Concernant la rémunération, si votre salaire moyen brut de référence est inférieur à 2 fois le SMIC, votre rémunération sera conservée à hauteur de 100% pendant toute la durée de la formation. Par contre, si votre salaire moyen brut de référence est égal ou supérieur à 2 fois le SMIC, votre salaire sera pris en charge et conservé à hauteur de 90%. Donc, ce sont des conditions plutôt très favorables. Concernant les coûts pédagogiques de la formation seront pris en charge à hauteur de 100% sous réserve de ne pas dépasser le plafond de 18 000 euros. On a une question, Audrey. Oui. Vous pourrez sûrement y répondre. D'une personne qui demande quelle est la spécificité des formations du répertoire spécifique. Quelles sont les spécificités des formations du répertoire spécifique? Alors, c'est pas que ce seront pas forcément des formations spécifiques, mais ce seront des formations qui seront identifiées sur un référentiel vous permettant d'être éligible à des financements. Sachant qu'il y a une différence effectivement entre le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, et le répertoire spécifique. Souvent, sur le RNCP, les formations sont plus longues. Elles donnent un niveau, c'est-à-dire un niveau bac, bac plus 2, bac plus 3, etc. Alors que celles sur le répertoire spécifique, elles sont… Alors là, je généralise, hein, Audrey, vous confirmerez, mais je généralise souvent, celles sur le répertoire spécifique, elles sont plus courtes et elles ne donnent pas forcément de niveau de qualification. Voilà, c'est la différence. Par contre, leur point commun entre RNCP et répertoire spécifique, c'est que les deux débouchent sur des certifications officiellement reconnues par France Compétences et donc par l'État. C'est juste que sur le RNCP, souvent, ça donne officiellement un niveau en fait, de qualification. Sur le répertoire spécifique, c'est pas le cas. J'espère que ça répond à la question. Il y a une personne qui demande si, pour ce projet de transition professionnelle, est-ce que c'est la même chose pour les salariés du public que pour les salariés du privé?
Non. Alors, seront éligibles au dispositif les salariés du secteur privé. Il y avait également une question sur comment voilà, les demandeurs d'emploi peuvent se former. Donc ça, j'ai répondu directement en indiquant que les dispositifs que l'on va évoquer ce matin, ils concernent les salariés uniquement. Et pour les demandeurs d'emploi, il faudra vous rapprocher de Pôle emploi directement. Ou de la région, tout à fait. Il y a une autre question. Que puis-je faire si mon employeur refuse ma demande d'autorisation d'absence, bien que je réponde aux critères? Reposer un nouveau dossier, se rapprocher de l'employeur ou des RH, en discuter avec eux pour comprendre le pourquoi du comment. Mais effectivement, si vous respectez le cadre du dispositif, il n'est pas censé pouvoir refuser votre demande. Si vous respectez les conditions d'ancienneté et si vous avez soumis votre demande en respectant les délais de prévenance, l'employeur n'est pas censé refuser votre demande. Par contre, il pourra reporter votre demande dans un délai maximum de 9 mois s'il arrive à justifier que votre absence de l'entreprise va désorganiser la structure. Et là, il y a une question sur laquelle on peut donner une réponse plus générale. Pourquoi pas les salariés du secteur public en CDI et en CDD? Là, tous les dispositifs que l'on va évoquer ce matin, en tout cas la plupart, ils sont financés par une cotisation formation que versent les employeurs du secteur privé. Et c'est pour ça que principalement, ce sont les salariés du secteur privé qui peuvent en bénéficier. Voilà, tout simplement. Une question sur où pouvons-nous trouver les précisions sur les montants de prise en charge? Où pouvons-nous trouver les précisions sur les montants des prises en charge? Donc, sur notre site internet, et je vous invite aussi fortement à vous créer un espace sur notre site internet et à vous inscrire à des réunions d'information collective que nous délivrons et nous animons sur nos dispositifs, ainsi que des ateliers qui pourraient vous accompagner sur la complétude de votre dossier. Tous les éléments y seront retranscrits. Parfait. Je regarde s'il n'y en a pas, d'autres. Alors, il y en a qui ne sont pas directement sur ce dispositif-là, donc on y répondra ultérieurement. Hop. Il y avait une question sur où trouve-t-on le référentiel du répertoire spécifique? Où trouve-t-on le référentiel du répertoire spécifique? Ou les certifications, on va dire, qui sont sur le répertoire spécifique. Elles sont toutes sur le site de France Compétences. Exactement. C'est ça. Vous tapez répertoire spécifique, je pense, dans votre moteur de recherche et vous tomberez sur le site de France Compétences. France Compétences, c'est l'instance nationale qui coordonne, pilote, finance tous ces dispositifs-là. Et du coup, qui s'occupe notamment d'enregistrer les certifications sur le RNCP ou sur le répertoire spécifique. Donc, sur leur site, vous avez les répertoires, les deux, répertoire spécifique et répertoire national des certifications professionnelles. Vous avez les deux à disposition. C'est grand public, ces répertoires-là, donc vous pouvez les consulter sans souci. Je réfléchissais justement si on n'a pas mis les liens aussi sur notre site internet qui ramène directement sur le site de France Compétences. Alors là, effectivement, vous avez le site qui s'affiche des associations Transition Pro. Et ensuite, en fonction de votre région, vous cliquez sur la région qui vous concerne et vous tomberez sur le site Transition Pro de votre région. Et là, vous pourrez avoir plus d'informations de façon en plus régionalisée sur les dispositifs, les prises en charge, etc. Je pense, Audrey, qu'on peut passer à la slide du coup suivante sur le dispositif d'émission reconversion. Donc, le dispositif d'émission reconversion. Donc, tous les salariés du secteur privé en CDI, ayant au moins 5 ans d'activité salariée en continu dans une ou plusieurs entreprises, ont droit à l'assurance chômage sous certaines conditions, je rajouterai, quand ils démissionnent pour réaliser un projet de reconversion avec projet de formation, certifiante ou non, ou un projet de création ou reprise d'entreprise
avec ou sans projet de formation. Donc, étape 1, vérifier les conditions d'ancienneté. Donc, avoir 5 ans d'activité salariée à son actif en continu. Étape 2, avant la démission, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser son projet. Il est important de préciser que la démission ne doit pas avoir eu lieu avant d'avoir bénéficié du premier accompagnement CEP. De notre côté, donc côté Transition Pro Occitanie, nous attirons votre attention sur le fait que nous préconisons fortement aux bénéficiaires de ne démissionner qu'une fois qu'ils auront reçu la notification de décision de la commission sur le caractère réel et sérieux de leur projet. J'y viens. Donc, étape 3, déposer un dossier auprès de Transition Pro pour faire valider le caractère réel et sérieux du projet. Étape 4, une fois le caractère réel et sérieux validé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, s'inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai de 6 mois. Donc, je tiens à préciser que contrairement au projet de transition professionnelle, la commission validera le caractère réel et sérieux d'un projet pour que le bénéficiaire puisse démissionner et mettre en œuvre son projet tout en bénéficiant des allocations d'assurance chômage ou ARE, donc aide au retour à l'emploi. Étape 5, mettre en œuvre son projet en tant que demandeur d'emploi indemnisé. Donc, pourquoi nous, de notre côté, nous préconisons de ne pas démissionner, avant d'avoir reçu la notification de décision de la commission? C'est pour sécuriser votre parcours. Parce que si vous démissionnez et que finalement la commission ne donne pas suite au caractère favorable et sérieux du projet, vous allez peut-être vous retrouver dans des complications. Donc, dans un objectif de sécurisation de votre parcours, nous vous préconisons d'être vigilant sur la date de démission au regard de la date où la CEPIR aura statué sur votre projet. Et là, je rajouterais que l'obligation de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle dans le cadre de ce dispositif-là, c'est aussi pour vérifier que la démission est bien, entre guillemets, le dernier recours possible pour mettre en œuvre votre projet et pour vérifier aussi qu'une fois que vous aurez démissionné, le projet que vous allez mettre en œuvre est bien réaliste, faisable, etc. Pour que, voilà, parce que c'est pas rien finalement de démissionner. Ensuite, vous êtes demandeur d'emploi, donc on va s'assurer dans le cadre du conseil en évolution professionnelle justement que vous ayez toutes les informations nécessaires pour décider de vous lancer. Donc si c'est un projet par exemple de création ou de reprise d'entreprise, vous allez devoir réaliser une étude de marché, un plan prévisionnel sur 3 ans, etc. Notamment pour que la commission de Transition Pro puisse valider le caractère réel et sérieux du projet. Et pour un projet de reconversion avec formation, là aussi, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, vous allez pouvoir analyser les perspectives d'emploi, choisir le bon parcours de formation par rapport au projet, etc. Et en gros, être aidé à argumenter le projet que vous allez devoir déposer auprès de Transition Pro pour que de leur côté, ils valident le caractère réel et sérieux. Et j'en profite, Audrey, pour répondre à une question d'une personne qui demande est-ce que le conseiller CEP, c'est le même que le conseiller Transition Pro? Alors, non. On est vraiment 2 structures séparées, même si le conseil en évolution professionnelle et les associations de Transition Pro, ce sont 2 organismes qui vous accompagnent, en fait, qui vous aident dans vos transitions professionnelles, mais on est quand même 2 entités, on va dire, séparées. Le CEP, il est vraiment là pour vous accompagner à élaborer votre projet, à formaliser votre projet, à construire un plan d'action, si besoin, à constituer le dossier qui va être ensuite présenté auprès de l'association de Transition Pro.
Donc, on est vraiment deux organismes différents. Pour le caricaturer un peu, le CEP accompagne, Transition Pro ensuite instruit et finance, le cas échéant, les demandes. Voilà. Je ne sais pas, Audrey, si vous avez une autre façon de nous distinguer, mais Non, non, c'est bien amené. Effectivement, le CEP sera là pour vous accompagner, identifier et co-construire votre projet. Nous, on sera plus là pour vous accompagner dans le déploiement et la mise en œuvre du dispositif au vu de motiver votre projet et de le présenter à la commission paritaire qui statuera sur votre dossier. Nous, notre rôle, ça va être de contrôler la conformité et la légalité des dossiers, d'analyser et de motiver les projets au regard des 3 critères que j'ai précités tout à l'heure et d'instruire et de chiffrer vos projets et vos dossiers pour présentation à la CEPIR. Sachant que là, le dispositif d'émission reconversion, attention, ce n'est pas un dispositif de financement. Tout à fait. Là, en fait, la commission, elle va valider le caractère réel et sérieux du projet, mais elle ne valide pas un financement, puisque le financement, c'est ensuite en tant que demandeur d'emploi que vous devrez l'obtenir. Par contre, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, l'objectif, c'est justement de sécuriser, s'il y a un projet de formation, de sécuriser en amont le financement et donc de vérifier qu'en tant que demandeur d'emploi ensuite, vous pourrez bien bénéficier d'un financement de formation. Et d'ailleurs, Audrey le confirmera, c'est un élément que va regarder la commission quand elle va analyser le dossier. C'est-à-dire, est-ce que vous avez anticipé comment vous pourrez financer votre formation une fois que vous êtes demandeur d'emploi? Tout à fait. Sur le dispositif PTP, on est financeur de l'action. Par contre, sur le dispositif démissionnaire, nous ne sommes pas financeurs. Nous allons juste intervenir pour présenter un dossier à la commission qui statuera sur le caractère réel et sérieux du projet. Et c'est cette notification-là sur le caractère réel et sérieux du projet validé qui sera, entre guillemets, votre ticket d'entrée pour avoir droit aux aides au retour à l'emploi lorsque vous aurez démissionné pour réaliser votre projet. Alors, on a une question. Y a-t-il un entretien pour soutenir son dossier ? Non, il n'y a pas d'entretien pour soutenir son dossier. Tout se passe via l'espace bénéficiaire, via les pièces demandées. Il n'y a pas d'entretien particulier. Après, bien sûr, nos services sont à votre disposition et peuvent organiser un rendez-vous en ce sens si vous souhaitez échanger sur votre projet pour mieux modéliser les choses. Mais il n'y aura pas d'entretien spécifique pour que vous puissiez soutenir votre projet. Il faudra bien déposer tous vos arguments comme il faut dans le dossier. Exactement. Il faudra être sur une posture de démonstration et apporter des éléments probants au dossier via votre espace. Donc, tout se passe au niveau de votre espace et tout est dématérialisé. La commission ne vous rencontrera pas, si c'était la question. On a une autre question. Peut-on combiner un PTP plus un dispositif démissionnaire ? Effectivement, vous pouvez combiner les deux. Il est possible de réaliser 2 demandes en simultané. Une sur du projet de transition professionnelle, une sur un projet de démission reconversion. Cependant, une fois que la commission paritaire aura statué et si jamais elle donne un avis favorable sur chacun des projets, le bénéficiaire devra faire un choix et abandonner un des 2 projets. Ça peut même se faire l'un après l'autre. J'imagine le cas où quelqu'un suit une formation, je ne sais pas, de boulanger par exemple, dans le cadre du projet de transition professionnelle. Mais une fois que cette personne a terminé sa formation, si elle veut créer une entreprise, enfin se mettre à son compte en tant que boulanger, du coup elle pourra mobiliser le dispositif d'émission reconversion pour création d'entreprise. C'est tout à fait envisageable. Il suffira de respecter à chaque fois les conditions d'éligibilité du dispositif qui vient en suivant. Est-ce que ce dispositif fonctionne seulement avec une démission? Qu'en est-il de la rupture conventionnelle? Avec une démission.
Là, ça ne fonctionne effectivement qu'avec une démission, puisque l'objectif de ce dispositif-là, c'est finalement de pouvoir être demandeur d'emploi indemnisé pour mettre en œuvre son projet. Si vous faites une rupture conventionnelle, vous serez demandeur d'emploi indemnisé. Voilà. Là, c'est juste que si vous démissionnez de façon, on va dire, classique, sans passer par ce dispositif-là, normalement, vous n'avez pas droit aux allocations chômage. Donc là, c'est juste un dispositif qui vous permet, même en démissionnant, de toucher les allocations chômage. Quand vous faites une rupture conventionnelle, dans tous les cas, derrière, vous avez les allocations chômage. Donc finalement, il n'y a pas besoin, quand vous faites une rupture conventionnelle, de passer par ce dispositif-là. Par contre, vous pouvez, avant la rupture conventionnelle, vous faire accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, justement pour penser l'après-rupture conventionnelle. L'accompagnement CEP, lui, il peut être mobilisé, ça peut être pertinent. Par contre, si vous savez que votre employeur est d'accord pour signer une rupture conventionnelle, il n'y aura pas de nécessité de passer par ce dispositif d'émission-reconversion. Tout à fait, puisque l'idée avec ce dispositif, c'est de pouvoir sécuriser le parcours de personnes qui ont un projet construit et identifiable, même s'ils démissionnent. Sécuriser pourquoi? Parce que vous aurez droit aux allocations d'assurance chômage, même si vous avez démissionné. Sous réserve, bien sûr, d'avoir cumulé des droits. Donc ça, c'est le Pôle emploi qui statuera sur ce type de questionnement. Et sous réserve, bien sûr, que la CEPIR ait validé le caractère réel et sérieux du projet. Mais c'est sans vous cacher que c'est vraiment un dispositif qui est en train de monter en puissance. Et aujourd'hui, nous traitons de plus en plus de dossiers sur de la démission-reconversion. J'insiste aussi sur le fait qu'à partir du moment où vous avez eu la notification de décision de la commission paritaire qui a validé le caractère réel et sérieux du projet, vous avez 6 mois pour demander vos allocations d'assurance chômage. Un autre point aussi à préciser, ne pas avoir démarré d'action de formation avant la date de la commission qui est censée statuer sur votre projet. Très important aussi. Ouais, il y a plein d'étapes à respecter sur ce dispositif d'émission-reconversion. Donc, le mieux, avant de démissionner ou de faire quoi que ce soit, c'est de contacter Transition Pro ou même de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui vous guidera justement sur toutes les étapes pour rien oublier. Parce que voilà, c'est un dispositif qui a beaucoup de règles pour pouvoir y être éligible. Et si on en manque une, des fois, on se retrouve, voilà, sur le pas de la porte. Donc, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Je vois qu'il y a des questions sur le CEP. J'y répondrai quand ce sera le moment d'y répondre à la fin, quand on parlera des dispositifs d'accompagnement. Je regarde s'il y a d'autres questions. Si je me lance en freelance, ai-je l'allocation chômage si je démissionne, même si je ne trouve pas de client la première année, par exemple? Vous pouvez répéter la question, Marie, s'il vous plaît, parce que comme je ne les lis pas, j'ai besoin de me les répéter. Là, c'est le cas d'une personne qui démissionnerait, oui. Qui utiliserait, j'imagine, le dispositif d'émission-reconversion pour se mettre à son compte. Oui. Et elle demande, est-ce qu'elle aura l'allocation chômage, même si elle ne trouve pas de client de suite, voilà. Alors oui, selon moi, ça n'empêche rien puisque le critère, c'est de créer une entreprise nouvelle qui ne préexistait pas. Donc pour moi, ce n'est pas un point bloquant. Par contre, concernant l'allocation d'assurance chômage, je le répète, c'est quand même le Pôle emploi qui statuera sur les montants. Parce qu'il faut qu'au préalable, vous ayez quand même cumulé des droits. Oui, et puis normalement, comme vous avez fait une étude de marché, un prévisionnel, etc., normalement, vous êtes censé trouver des clients quand même. C'est-à-dire avoir, pour que la commission valide le caractère réel et sérieux du projet, ça veut dire que vous avez argumenté sur le potentiel du marché de l'entreprise que vous allez créer. Donc, normalement, c'est que l'entreprise est viable et que vous avez identifié déjà des clients potentiels, etc. Voilà. Par contre, si au moment où vous êtes demandeur d'emploi, où vous créez votre entreprise, vous n'avez pas, on va dire, de l'activité générée de suite, ça ne sera pas forcément pénalisant, même si l'idée, c'est un dispositif qui permette quand même d'avoir des projets viables et c'est pour ça que la commission va analyser votre étude de marché, votre argumentaire en fait, sur votre projet de création.
la commission va effectivement analyser et évaluer les 3 critères donc, que j'ai pu préciter. Donc, cohérence du parcours, pertinence du projet et perspective d'emploi. Donc, effectivement, plus il y a d'éléments argumentés dans votre dossier, plus vous êtes en capacité de démontrer les actions qui ont été entreprises, plus vous êtes en capacité de fournir des éléments factuels en pièces jointes dans votre dossier, plus vous aurez travaillé les perspectives d'emploi dans une posture de démonstration, avec tous les éléments que j'ai pu préciter en exemple précédemment, plus la commission sera à même de donner un avis favorable sur votre projet et sur sa viabilité. Du coup, le temps avance, on va passer au dispositif suivant. Alors, le dernier dispositif que je vais vous présenter, c'est le dispositif transition collective. Donc, ce dispositif est destiné à faciliter les reconversions professionnelles des salariés dont les emplois sont fragilisés vers des métiers porteurs qui recrutent dans le bassin d'emploi. Un métier fragilisé, c'est quoi? J'anticipe peut-être les questions. C'est un métier qui est impacté par les bouleversements internes de l'entreprise en lien avec les mutations socio-économiques du bassin d'emploi. On a pu le voir avec l'impact de la crise sanitaire, que certains métiers sont devenus très fragilisés. Qu'est-ce qu'un métier porteur? C'est un métier avec un fort potentiel de recrutement pour lesquels les entreprises cherchent à recruter. C'est bien souvent un métier émergent qui a vocation à se développer sur les années à venir. Quelles sont les conditions de ce dispositif transition collective? Il faut bien sûr viser une reconversion professionnelle avec un changement de métier ou de profession qui induit un changement de code ROM. Il faut que le métier fragilisé ait été identifié comme fragilisé par l'entreprise et que cela ait pu être formalisé via un accord collectif qui est, à vrai dire, un accord GEPP, c'est-à-dire un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, il faut absolument que l'employeur soit à l'initiative de la démarche, qui est une démarche collective, puisque l'employeur va identifier des métiers fragilisés au sein de la structure. Et il faut que ces métiers et emplois fragilisés aient été préalablement listés dans un accord GEPP. Ensuite, il faut que le bénéficiaire puisse justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié. Les conditions d'ancienneté sur le dispositif transition collective sont les mêmes que celui pour le projet de transition professionnelle. Je pourrais les citer à nouveau si nécessaire. Ensuite, il faut qu'il y ait, au même titre que sur le dispositif d'émission reconversion, un accompagnement au préalable avec un conseiller en évolution professionnelle. De plus, le projet de formation visé doit être certifiant, donc formation inscrite au RNCP et au RS, donc confère site de France Compétences, comme expliqué précédemment. Donc, cette formation certifiante doit déboucher donc sur un métier porteur en région et cette formation peut durer jusqu'à 2 ans ou 2400 heures. Le projet sera analysé, étudié et motivé par nos services pour présentation à la commission paritaire interprofessionnelle régionale de transition pro. Même principe que précédemment, fil conducteur, les 3 critères qui sont pertinence du projet, cohérence du parcours et perspective d'emploi. Il est aussi intéressant de noter que ce dispositif ne va pas mobiliser votre compte CPF. De plus, le contrat de travail pendant la durée de la formation, si le financement est accepté bien sûr, est suspendu et non rompu. Donc, vous faites toujours partie des effectifs de l'entreprise. Parce que l'idée derrière, ce sera de pouvoir réintégrer cette structure ou intégrer une nouvelle structure sur un nouveau poste. Voilà ce que je peux dire globalement concernant les conditions du dispositif. Quid de la prise en charge? Donc, au même titre que le dispositif PTP, le dispositif
transition collective sera financé par Transition Pro, si la commission, bien sûr, valide le projet. Comment fonctionne la prise en charge? Concernant le salaire, il y aura un maintien de votre salaire à hauteur de 100% si votre salaire moyen brut de référence est inférieur à 2 fois le SMIC. Si par contre votre salaire moyen brut de référence est égal ou supérieur à 2 fois le SMIC, la prise en charge de votre rémunération sera plafonnée à 90%. Concernant la prise en charge du coût pédagogique, pour les entreprises de moins de 300 salariés, le coût pédagogique sera pris en charge à hauteur de 100%. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, les coûts pédagogiques seront pris en charge à hauteur de 75%. Et pour les entreprises de plus de 1000 salariés, les coûts pédagogiques seront pris en charge à hauteur de 40%. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur ce dispositif-là. Alors, il n'y a pas de questions sur ce dispositif-là, mais il y a d'autres questions sur le dispositif précédent. Donc, je remets la slide. Est-ce que beaucoup de demandes sont acceptées ou, soyons réels, le dossier doit vraiment être en béton? Alors, concernant la première question, je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est vraiment la décision souveraine et discrétionnaire de la commission. Mais effectivement, le dossier, comme vous le dites, doit être béton. Essayez de maximiser vos chances de convaincre la commission de vous valider un financement pour vous accompagner dans votre projet. Alors là, c'était plus lié au dispositif d'émission-reconversion. Mais j'imagine que le dossier doit aussi être béton, même si ce n'est pas pour un financement de… Oui, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Le dossier doit être béton pour que la commission ait envie de vous donner un avis favorable sur le caractère réel et sérieux du projet. Que ce soit sur du financement ou sur le caractère réel et sérieux du projet, pensez qu'il faut convaincre la commission avec une posture de démonstration, avec des éléments factuels et avec des éléments probants qui seront amenés à votre dossier. C'est vrai que là, en plus, les taux d'acceptation, ils sont différents d'une région à l'autre. Nous, on est en région Occitanie, donc on ne peut pas parler sur les taux d'acceptation de ce dispositif-là. Toutefois, ils sont quand même assez élevés en général, notamment parce que vous passez par un conseil en évolution professionnelle avant, puisque c'est obligatoire dans le parcours, et que vous ne déposerez un dossier que s'il est, entre guillemets, bien travaillé, bien argumenté, etc. Voilà. C'est un dossier qui est co-signé avec votre conseiller en évolution professionnelle. Donc, bien souvent, les dossiers qui sont déposés, ils sont quand même bien construits. Voilà. Après, il y en a qui sont refusés, bien sûr. Mais pour la démission reconversion, vu que le passage par le CEP est obligatoire, en général, ce sont des dossiers quand même bien construits, bien argumentés qui sont déposés. Donc, le taux d'accord est quand même assez important. Oui, le taux d'accord est assez important sur le dispositif démissionnaire. Plus que sur du projet de transition professionnelle en moyenne. Sachant que, là, il y a une réponse sur le fait qu'il faut un dossier en béton. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à passer par un CEP. Parce que le CEP pourra vous aider aussi à argumenter votre dossier, pourra aussi vous dire où est-ce qu'il y a peut-être des failles ou en tout cas des points encore à travailler, à argumenter. Voilà, pour que le dossier que vous allez déposer auprès de la commission soit vraiment impeccable, entre guillemets. C'est le but. Et pour que nos services aussi aient matière à motiver le dossier. Du coup, on a passé vite le dispositif CPF au début. J'y reviens très rapidement dessus, puisque c'est un autre dispositif qui peut être utilisé aussi pour financer une formation dans le but de se reconvertir.
Je fais vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Le compte personnel de formation, c'est un compte dont vous disposez qui est alimenté automatiquement, sur lequel il y a des euros qui vont venir se cumuler au fil des années, au fur et à mesure que vous travaillez. Donc, c'est un dispositif qui a remplacé le DIF. Donc, le DIF, c'était le droit individuel à la formation qui existait avant. Donc, le CPF existe depuis le 1er janvier 2015. Et si vous aviez acquis des heures de DIF avant cela, il vous fallait les saisir en fait directement sur votre compte pour qu'elles puissent s'ajouter aux droits acquis dans le cadre du CPF. Donc là, en termes d'alimentation, si vous travaillez au moins à mi-temps toute l'année, vous avez 500 euros par an qui sont cumulés sur ce compte. Et si vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, si vous avez par exemple une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou si vous n'avez acquis aucun diplôme, vous avez une alimentation majorée, c'est-à-dire que vous avez droit à 800 euros par an sur votre compte. Pour avoir droit à cette majoration, il faut bien sûr que vous déclariez votre situation sur votre compte en ligne, puisque le compte CPF, c'est un compte en ligne directement. Vous avez sur le site moncompteformation.gouv.fr et vous déclarez que vous avez une reconnaissance travailleur handicapé ou que vous n'avez aucun diplôme, et ça vous permet d'avoir cette majoration-là. Dans le cas du CPF, certaines formations sont éligibles, d'autres non. Donc, celles qui sont éligibles, c'est les accompagnements VAE, les bilans de compétences, les accompagnements à la création d'entreprise, les formations au code de la route et au permis de conduire, le certificat CLEA également sur les savoirs de base, les compétences clés, et également toutes les actions de formation certifiante. Donc, Audrey, tout à l'heure, elle a déjà parlé, et on en a déjà parlé, du RNCP, du répertoire spécifique. C'est aussi une condition pour qu'une formation soit finançable dans le cadre du compte personnel de formation. Ensuite, concrètement, pour l'utilisation de ce compte personnel de formation, si la formation se déroule sur votre temps de travail, il faudra bien sûr demander une autorisation d'absence à votre employeur. Autant dans le cadre du projet de transition professionnelle qu'on a vu tout à l'heure, le cadre pour refuser une absence est bien formalisé. Voilà, l'employeur, il peut refuser ou reporter que dans certains cas précis. Là, pour le compte personnel de formation, l'employeur, il peut refuser autant de fois qu'il veut sans avoir à se justifier. Voilà, sachez-le, c'est la différence avec le projet de transition professionnelle. Par contre, si l'employeur accepte, il devra maintenir votre salaire pendant que vous serez en formation. La différence aussi avec le projet de transition professionnelle, c'est que là, la prise en charge du CPF, c'est uniquement le coût pédagogique. Il n'y a pas de prise en charge du salaire. Donc, si votre employeur maintient votre salaire pendant que vous êtes en formation, il n'en sera pas remboursé. Voilà, c'est de l'investissement pour lui. Voilà, il vous rémunère pendant que vous êtes en formation. Alors que dans le cadre du PTP, que l'on a vu tout à l'heure, le salaire est pris en charge, donc votre employeur maintiendra votre salaire, mais il en sera remboursé. Voilà, c'est une différence aussi entre le CPF classique et le projet de transition professionnelle. Donc là, c'est vrai que parfois, on n'a pas assez sur son compte personnel de formation pour financer la totalité de l'action de formation qui est nécessaire. Et là, il y a des abondements qui sont possibles, abondement de l'employeur, abondement du compte professionnel prévention. Et donc là aussi, le conseiller en évolution professionnelle peut vous guider sur les différents types d'abondements possibles. Ce qui est sûr, c'est que s'il vous faut un maintien de votre rémunération, parce que la formation, elle dure 6 mois à temps plein du lundi au vendredi, et que c'est normalement un moment où vous travaillez, que votre employeur ne souhaite pas que vous mobilisiez votre CPF sur le temps de travail, vous pourrez alors passer sur du projet de transition professionnelle. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de votre projet de formation, il y a différentes stratégies d'ingénierie financière qui peuvent être menées et que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, justement, on peut vous aider à travailler cette ingénierie financière pour choisir le bon dispositif au final, on va dire ça comme ça. Rapidement, du coup, je m'en vais sur les possibilités d'accompagnement et notamment le bilan de compétences, parce qu'il y a quelques questions dans le chat par rapport à ça. Le bilan de compétences, la différence avec le conseil en évolution professionnelle, c'est que c'est une prestation payante, alors que le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment gratuit. Donc, le bilan de compétences, c'est 24 heures en moyenne, alors que le conseil en évolution professionnelle, on est en moyenne, on va dire, sur 8 heures, grosso modo. Alors, bien sûr, c'est une moyenne, hein, ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus, mais on voit quand même que le bilan de compétences, ça va durer plus longtemps.
Et donc, ça va plutôt s'adresser aux personnes qui n'ont pas d'idée et qui, justement, ont besoin de faire un point approfondi sur elles-mêmes, d'apprendre à mieux se connaître pour aller, justement, définir des pistes professionnelles. Alors que quelqu'un qui a déjà une idée, qui a un objectif professionnel assez précis, lui va pouvoir être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et on va juste finalement confronter cette idée à la réalité, vérifier que c'est bien faisable, choisir la bonne formation s'il y a besoin d'une formation, choisir le bon financement. Voilà. Donc la différence entre bilan de compétences et conseil en évolution professionnelle, c'est principalement la durée. Le contenu. Du coup, c'est beaucoup plus approfondi un bilan de compétences. En tout cas, on fait beaucoup plus le point sur soi-même pour arriver à définir des pistes d'évolution professionnelle. Alors que dans le cadre du CEP, souvent, la personne a déjà une idée. Voilà, c'est la principale différence. Le bilan de compétences, c'est payant, mais voilà, il y a différentes façons de le mettre en place et de le financer. Et on peut articuler CEP, bilan de compétences. C'est-à-dire que nous, régulièrement, on a des personnes qui viennent nous voir dans le cadre du CEP. On fait un premier point pendant 1 heure avec la personne et puis finalement, on se rend compte que c'est plutôt le bilan de compétences qui sera plus approprié. Donc, on informe la personne sur ce que c'est un bilan, comment on le finance, quels sont les centres qui existent sur sa zone géographique, etc. La personne, elle va aller construire son projet dans le cadre d'un bilan et puis elle va revenir voir son conseiller en évolution professionnelle pour la mise en œuvre du projet, juste après. Voilà, donc, ça va s'articuler, tout comme on va articuler aussi le CEP avec les missions de transition pro, puisque régulièrement, il va pouvoir y avoir des allers-retours. En fait, il y a plusieurs partenaires souvent qui sont associés dans la stratégie d'évolution professionnelle. Et donc, les différents conseils, informations des différents organismes vont s'articuler. Voilà. Le CEP, on va dire que ça va être le fil rouge de la personne, c'est-à-dire on va pouvoir être là pendant que la personne fait son bilan, pendant que la personne construit son projet, son dossier auprès de Transition Pro, même une fois qu'elle a eu l'accord de la commission, si elle ne sait pas trop comment s'y prendre, on va pouvoir rester là. En fait, le CEP, c'est vraiment le service public de l'accompagnement professionnel, qui est gratuit, confidentiel, etc. Sur le CEP, justement, parce qu'il y avait des questions là-dessus, il y a plusieurs opérateurs de ce conseil en évolution professionnelle. Donc moi, aujourd'hui, je représente le conseil en évolution professionnelle des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Mais ensuite, les cadres, par exemple, peuvent s'adresser à l'APEC pour le conseil en évolution professionnelle. Les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Les jeunes, ce sont les missions locales. Et les personnes en situation de handicap peuvent aussi s'adresser auprès du Cap emploi de leur secteur géographique. Voilà. Donc, en fonction de la situation professionnelle, il y a différents opérateurs, on va dire, du conseil en évolution professionnelle. Sur le site mon-cep.org, vous pourrez trouver les coordonnées de l'opérateur de votre région en fonction aussi de votre statut. Donc, il y avait une question sur quelle est la différence avec l'APEC. Donc, on délivre tous les deux du conseil en évolution professionnelle. C'est juste que l'APEC, c'est auprès des salariés cadres. Et nous, c'est plutôt auprès des salariés non cadres. On peut accompagner des cadres, à la marge, on le fait, mais c'est plutôt l'APEC qui va accompagner ces personnes. C'est déjà 11 heures, on peut quand même prendre le temps de répondre à quelques questions, parce qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas eu de réponse. Alors, celle-là, j'y ai répondu. Hop. Quelle est la durée maximale de la formation dans le cadre de la transition professionnelle? J'imagine que c'est dans le cadre du projet de transition professionnelle. Alors, il sera donné priorité au projet qui propose un parcours de formation de 1200 heures, entre 0 et 1200 heures. Pour autant, tout projet plus long n'est pas exclu de la possibilité de présenter un dossier en CEPIR. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, les projets de plus de 1200 heures ne sont pas exclus d'une possibilité de financement et seront présentés à la commission aussi bien que les projets qui sont censés être prioritaires parce qu'ils feraient maximum 1200 heures.
est-ce que la formation peut être 100% en ligne? Est-ce que la formation peut être 100% en ligne? Donc, une formation en FOAD, une C'est ça, formation je à me dis. distance. Oui, ça peut être envisageable, sous certaines conditions. Et dans ce cas-là, nos services dédiés pourront vous accompagner sur ce type de questionnement ou sur ce type de projet à monter. Mais oui, c'est envisageable de se former en FOAD sur du PTP. Dans le cas d'une reconversion professionnelle vers un métier actuellement en tension, mais pour lequel le salaire est inférieur au salaire actuel, y a-t-il des dispositifs de compensation de la rémunération? Et si oui, à quel organisme peut-on s'adresser? Alors ça, c'est plutôt auprès de Pôle emploi qu'il vous faut poser la question, parce qu'a priori, c'est que vous serez passé par la case Pôle emploi. Et donc, parfois, je sais qu'il y a si votre allocation, par exemple, est plus élevée que le salaire du poste que vous acceptez, il peut y avoir en fait un versement complémentaire de Pôle emploi. Mais le mieux, c'est de voir directement avec eux, puisque nous sommes spécialistes de l'accompagnement des salariés et pas des demandeurs d'emploi directement. Peut-être se tourner aussi vers la région, peut-être dans certaines mesures, ils pourront apporter une réponse. Dans le dispositif PTP, peut-on être en arrêt maladie et suivre la formation? Oui, dans certaines mesures aussi. Mais pareil, sur ce type de cas spécifique, notre service instruction pourra vous accompagner et répondre à vos questionnements. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dès lors que vous allez faire une formation ou même un bilan de compétences pendant un arrêt maladie, il vous faut en fait passer par le service social de l'assurance maladie parce que vous devez avoir l'autorisation de l'assurance maladie d'aller suivre une action de formation ou une action de bilan de compétences pendant votre arrêt. Donc ça aussi, vient se rajouter aussi cette condition-là. Et ça aussi, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on pourra en tout cas vous apporter un premier niveau d'information de ce côté-là, en parallèle de l'information que vous pourriez obtenir auprès de l'association Transition Pro de votre région. Le CEP favorise-t-il le PTP au lieu du dispositif démissionnaire pour que si jamais il n'y a pas d'embauche derrière, on puisse retrouver notre poste actuel? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CEP ne favorise rien. C'est-à-dire que le rôle du CEP, c'est d'aider la personne à prendre elle-même ses décisions et de recueillir du coup toutes les informations nécessaires pour que ce soit la personne, vous-même, qui décidiez de prendre une voie plutôt qu'une autre. Donc nous, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on ne va pas vous dire faites ci plutôt que ça. Ce sera toujours à vous, au final, de prendre la décision. Par contre, effectivement, entre les deux dispositifs, et ça Audrey pourra le valider, le PTP, la personne vous restez salarié. Donc, quand la formation est terminée, vous réintégrez votre entreprise, vous réintégrez votre poste. En fait, votre contrat n'est pas interrompu. Voilà. Donc, il y a un aspect un peu plus, on va dire, sécurisant, puisque vous pouvez, après votre formation, retourner sur votre poste et finalement faire une recherche d'emploi et ne quitter votre poste que quand vous avez trouvé un nouvel emploi qui correspond à la formation que vous venez de suivre. Alors que dans le cas du dispositif démissionnaire, finalement, vous avez démissionné. Donc, vous n'avez plus d'emploi et donc, il y a moins de sécurité, entre guillemets, mais dans tous les cas, c'est vous, en tant que personne, qui prenez la décision de est-ce que vous prenez le risque d'opérer cette transition en tant que demandeur d'emploi ou est-ce que vous privilégiez plutôt la sécurité et vous décidez de le faire plutôt dans le cadre du PTP. Voilà. La décision, elle vous reviendra. Oui, je confirme tout à fait, Marie. Dans le cadre du PTP et même de Transco, vous avez une possibilité à l'issue de votre reconversion de réintégrer du coup votre poste puisque le contrat est suspendu et non rompu. Alors qu'effectivement, sur le dispositif démissionnaire, comme il y a une obligation de démission,
vous ne pourrez pas réintégrer le poste que vous venez de quitter. Si je souhaite aller faire un stage chez un professionnel pour être sûr de mon projet de reconversion, alors que je suis salariée à 100%, y a-t-il un dispositif utilisable? Alors, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, nous, on vous propose en fait de réaliser des PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel. C'est une sorte de convention de stage en fait pour aller passer quelques jours auprès d'un professionnel. Par contre, c'est obligatoirement en dehors du temps de travail. Donc, si vous êtes salarié à temps plein, c'est une immersion qui ne pourra se faire que sur des jours de congé, des jours de RTT. Voilà, ça ne pourra se faire qu'en dehors de votre temps de travail. Et je rebondis, excusez-moi. Je rebondis aussi sur le fait que la PMSMP pourra tout à fait être un élément probant qui viendra alimenter le critère 3, perspective d'emploi. Alors, la formation de web développeur que j'ai vue dure 4 mois, donc bien inférieure à 1200 heures, du coup, ça ne marche pas. Alors, je vais peut-être reprendre, parce que je ne pense pas avoir été très claire sur cette histoire des durées de formation. Aujourd'hui, il y aura une priorité pour le financement de projets qui durent sur 1 an calendaire en continu et temps plein, ou sur 1200 heures en discontinu et en temps partiel. Pour autant, si les durées de formation sont supérieures à ce que je viens de préciter, le projet sera quand même étudié et présentable à la CEPIR. Il pourra tout à fait obtenir un accord de financement si le projet est bien abouti et bien construit. Il y a une notion de priorité sur 1 an calendaire ou 1200 heures, mais pour autant, les formations plus longues ne sont pas exclues d'une possibilité de financement. Donc, pour revenir sur la question de tout à l'heure, je pense que c'est un peu plus clair. Donc, de ce fait-là, sur le même principe, une formation de moins de 1200 heures pourra tout à fait aussi être étudiable auprès de la commission. Je pense que c'est plus clair. Donc là, il y a une question, mais un peu technique, je ne suis pas sûre qu'on va... Quel est le mécanisme de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un projet de transition professionnelle? C'est une suspension du contrat. La suspension et le cadre elle-même. C'est ça. Le contrat est suspendu, mais la rémunération est maintenue. Voilà. Pardon, Marie. Non, j'allais dire, c'est spécifique en fait au cadre légal du projet de transition professionnelle qui prévoit justement que le contrat est suspendu, mais que la rémunération est maintenue. Tout à fait. Et pendant le projet de transition professionnelle ou sur le dispositif Transco, c'est votre employeur qui continuera à vous rémunérer et c'est Transition Pro qui remboursera au mois le mois les salaires versés à l'employeur, sous réserve qu'il puisse se justifier de feuilles d'émargement, et etc. Et une dernière question, ensuite on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut démissionner après un PTP, projet de transition professionnelle? Alors j'imagine, est-ce qu'on peut mobiliser le dispositif démissionnaire? Mais ça a été abordé tout à l'heure, oui. C'est ça, on y a répondu. Ça dépend de la raison pour laquelle vous démissionnez, parce que si vous ne pouvez finalement que démissionner pour créer une entreprise. Parce que le dispositif démissionnaire, hein, Audrey, c'est uniquement pour un projet de création d'entreprise ou pour un projet de formation. Donc, si vous avez déjà suivi votre formation dans le cadre du PTP et que vous démissionnez finalement juste pour trouver un emploi, là, c'est un dispositif qui ne fonctionne plus. Exactement. C'est pour reconversion professionnelle avec ou sans projet de formation, ou pour créer d'entreprise, ou pour reprise d'entreprise. C'est ça. D'ailleurs, sur un projet je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais dans le cadre du dispositif démissionnaire, dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, la formation ne doit pas nécessairement être certifiante, donc pas nécessairement être répertoriée sur le répertoire spécifique ou sur le RNCP, contrairement aux autres dispositifs.
ce qu'il faut quand même retenir, c'est que vous l'avez constaté, il y a beaucoup de dispositifs. Ils ont tous leur particularité, leur spécificité. Ils s'adaptent tous plus ou moins à votre projet. Hein, ça dépend de la situation, de là où vous voulez aller, etc. Donc, du coup, n'hésitez pas à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, hein, tout simplement, avant de vous lancer ou même pour être aidé à réfléchir. Ça vous permettra d'y voir plus clair et peut-être d'approfondir certains dispositifs dont on vient de parler. Je vois qu'il y a de nouveau une question sur le fait de faire un bilan de compétences pendant un arrêt maladie. Oui, même pour un bilan de compétences, il faut l'autorisation du service social de l'assurance maladie. Donc, pour cela, je vous invite à contacter l'assurance maladie. C'est le numéro classique de l'assurance maladie. Je ne sais plus si c'est 3646 ou 3949. Je mets quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez contacter l'assurance maladie. Vous dites que vous souhaitez le service social. Il y a une option. On vous propose de taper 1, 2 ou 3, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous dites que vous voulez le service social. Et là, vous aurez rendez-vous pour justement obtenir l'accord de faire soit un bilan de compétences, soit une action de formation pendant votre arrêt maladie. Et pour rebondir sur ce que disait Marie, n'hésitez pas aussi, si vous voulez vous abreuver sur nos dispositifs, à consulter notre nouveau site internet qui est quand même assez intuitif, à créer votre espace sur ce site-là pour pouvoir vous inscrire à nos réunions d'information collective ou à nos ateliers qui vous donneront des éléments sur la complétude du dossier et sur les conditions d'éligibilité de nos dispositifs. En parallèle aussi, nous sommes joignables par mail et sur nos lignes directes de service. Donc, merci à tous et toutes pour votre participation. Merci Audrey pour la co-animation, pour être venue participer à ce webinaire-là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci. Merci, bon week-end à tous, au revoir.